Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Une nouvelle semaine que je voudrais, comme à l'accoutumée, démarrer en remerciant tous les gens qui m'écrivent chaque semaine par rapport au podcast de la semaine dernière, ça me fait toujours super plaisir. Donc un grand merci à Anaïs, Yann, Xavier, Sylvain, Alex, Quentin, Mehdi, Jérôme, Fabienne, David, Thibaut, Aurélien, Laurent, Kevin, Jérôme, Thibaut, Anthony, Cathy, Nadège, Mathieu et Charles. Un grand merci à vous. Chaque fois, ça me touche énormément de lire vos messages. Tout à l'heure, je dirais un des messages que j'ai reçus. Donc voilà, puis on va réfléchir encore un petit peu ensemble sur le podcast de la semaine dernière. Mais merci beaucoup pour tous ces messages. Avant de passer aux petites news du jour, je voudrais vous dire qu'il y a un programme chargé. Vous avez dû voir que le podcast il est assez long aujourd'hui, donc je ne vais pas trop charger non plus. Si vous voulez passer directement au sujet du jour, vous pouvez avancer vers 6-7 minutes. Donc pour les news, on va essayer de faire rapide. Le replay de la masterclass est enfin disponible. La masterclass qu'on a donnée à Clermont-Ferrand. On le vend 37 € jusqu'à la fin du confinement. Après, il repassera à son prix initial de 79 €. Donc n'hésitez pas, que vous soyez débutant ou investisseur un peu aguerri. Il y a vraiment de quoi faire dedans. Il y a Max qui nous fait une super présentation sur la coloc. Yann qui nous fait une présentation hyper complète sur la location courte durée. Il y a mon associé Ben qui vous explique comment réaliser un investissement en résidence principale en division foncière. Achetez votre maison, détachez un bout de terrain pour gagner jusqu'à 4 ans de SMIC en un seul investissement. C'est vraiment pas mal. Rien que pour ça, le replay, il vaut le coup. Il y a Ludo qui reprend toutes les bases de la fiscalité. Il y a Axel qui fait une présentation hyper détaillée sur comment faire exploser votre compte Instagram. Ça aussi, c'est vraiment génial. Et il y a moi-même qui vous fait toute une présentation sur avoir le mindset pour changer de vie. Donc voilà, ça dure une demi-heure, comme un petit podcast en live. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, si vous voulez vous le procurer, vous avez déjà été super nombreux à vous le procurer. Je vous remercie énormément. Ça m'a fait super plaisir et les retours sont très bons. Donc vous avez le lien dans la bio de mon Instagram, @unevie-de-liberté. Voilà, on le vend 37 € jusqu'à la fin du confinement et après il repasse à 79. Je fais aussi une petite parenthèse pour donc tous ceux qui voudraient aller plus loin en investissement en division foncière. Avec mon associé Ben, on a réalisé une formation complète là-dessus, vraiment poussée. Vous avez même un accompagnement avec. Cette formation, elle est à moins 50% pendant tout le confinement. Donc si ça vous intéresse d'aller plus loin en division foncière, n'hésitez pas. Pareil, vous pouvez m'envoyer un petit DM sur Insta. Et je vous expliquerai tout ça. Donc voilà, ça c'était pour les news du jour. Je voudrais aussi remercier particulièrement Skialp 1912 qui m'a mis un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup. Un commentaire avec une note 5 étoiles. On est à 46 notes 5 étoiles. J'aimerais bien qu'on atteigne 50 bientôt. Donc ça vraiment c'est super cool sur la plateforme sur laquelle vous êtes, si c'est SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast. Me mettre un petit like ou vous abonner, ça me fait super plaisir et ça aide à faire découvrir ce podcast. Et ça, c'est vraiment génial. Je voudrais revenir sur un commentaire que j'ai reçu de la semaine dernière, sur le podcast de la semaine dernière, qui était, le sujet c'était essayer de réapprendre à rêver. Donc c'est un sujet qui m'a touché tout particulièrement parce que j'avais l'impression et c'est pas qu'une impression d'ailleurs, c'est la vérité, de me brider un peu dans mes rêves. Et j'ai bien fait de le partager avec vous parce que je me rends compte que vous êtes super nombreux dans le même cas. J'avais l'impression d'être peut-être un peu tout seul et c'est vraiment pas le cas. Donc c'est un commentaire de mon pote Charles qui m'a écrit: Salut, super ton podcast sur les rêves. C'est totalement vrai, on bride ses rêves et on a peur de se faire juger par les autres. Libérons nos pensées et autorisons-nous à rêver. Donc c'est un commentaire qui résume bien les choses parce que pour être honnête, j'ai reçu énormément de commentaires sur le sujet. Mais ils sont tous vraiment très personnels, ça m'a beaucoup touché et je ne peux pas les lire là parce que je ne veux pas gêner les gens qui me les ont écrits. Donc c'est vraiment des commentaires très personnels, si vous avez été vraiment touché par le sujet et ça me touche aussi. Donc voilà, j'ai plein de gens qui m'ont dit qu'ils allaient profiter de la semaine pour faire un tableau de rêve avec leurs enfants ou pour vraiment réécrire sur le papier leurs rêves. Donc c'est génial. Moi aussi, je suis en train de le faire. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner vos retours, en tout cas sur ce que ça a donné. Et je suis content si tous ensemble, on arrive à avancer un peu là-dessus. C'est vraiment génial. Et c'est vraiment, c'est ce qui me fait le plus plaisir avec ce podcast. C'est que voilà, on partage tous ensemble. Donc je vous propose d'ores et déjà de passer au sujet du jour parce que le podcast va être très long. Donc en plus, je vais vous raconter
comment est né ce sujet et comment est né ce que vous allez écouter. Donc, au mois de janvier, je suis parti à Paris pour interviewer Gabriel Jarosson. J'avais envie de le rencontrer en live. Et comme à chaque fois que je vais faire un trajet qui fait dans les 400 ou 500 km, je mets sur Blablacar mon trajet. Et donc là, j'ai eu une personne qui a réservé, qui s'appelle Anselme, qui est d'origine allemande. Et on a fait 3 heures de route ensemble. Et en discutant, je lui ai dit que j'allais interviewer Gabriel Jarosson, qui avait fait un TEDx. Et il me dit, mais moi aussi j'ai fait un TEDx. Donc là, je trouvais ça improbable, quoi. La personne que je prends en Blablacar a fait un TEDx. Donc il m'a montré sa présentation sur son téléphone. C'était excellent. Il a fait une présentation sur le, l'avenir en fait de notre planète si on n'en prend pas soin, puisqu'il est très concerné par le climat. Et on a eu une discussion qui était passionnante à ce sujet-là. Et quand je lui ai parlé de mon podcast, de Une vie de liberté, et du fait que c'était un podcast sur l'investissement et à la fois le mindset, il m'a dit, mais il faut absolument que tu rencontres Emeric Young, qui lui aussi a fait un TEDx, que je connais, et qui fait de l'impact investing. Donc moi, l'impact investing, je ne savais pas du tout ce que c'était. En fait, c'est l'investissement à vocation sociale. C'est-à-dire qu'on ne renie pas le capitalisme, mais on va donner du sens à nos investissements. Et il y a plein de façons de le faire, je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, vous allez écouter un podcast que j'ai trouvé vraiment passionnant, c'est mon entretien avec Emeric. Donc on a fait ça par Internet. Confinement oblige, j'aurais beaucoup aimé le rencontrer, mais je sais que c'est que partie remise, voilà, le mot que je cherchais. Donc voilà, vous allez voir, c'est le but de ce podcast, c'est vraiment vous donner d'autres pistes, pouvoir avoir un autre regard sur ces investissements, puisque nous, on est vraiment dans l'indépendance financière et on en parle dans ce podcast. Mais voilà, aujourd'hui, avec des livrets A qui rapportent presque plus rien, des fonds en euros qui rapportent presque plus rien, on peut aussi diversifier son épargne et faire quelque chose de bien et qui est aussi utile. Donc j'espère que ce podcast va vous plaire et j'espère aussi que ça vous donnera un autre horizon. Et écoutez, je ne vais pas en parler sans 7 ans. Je vous laisse avec le podcast et je vous retrouve juste après. Alors salut à tous. Bon, je suis content de vous retrouver aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui j'ai un nouvel invité, un invité que j'ai rencontré d'une façon un peu particulière par l'intermédiaire d'une personne qui s'appelle Anselme, avec qui j'ai partagé un voyage en Blablacar. Donc cet invité, c'est Emeric Young, et il a une histoire très particulière, il fait quelque chose de très intéressant, c'est l'impact investing, donc il va nous en parler. Alors salut Emeric. Bonjour Anthony. Bon, merci à toi de m'accorder cet entretien, c'est vraiment super, j'étais vraiment très ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je partage beaucoup de choses avec Anselme, donc très bien si on est de plus en plus nombreux sur ce chemin. Ouais. Alors, est-ce que pour nos auditeurs, tu peux te présenter un petit peu à nous? Bah, d'abord en disant oui, bien sûr, déjà en expliquant ce que je fais aujourd'hui avec quelle conviction et quelle passion sûrement, parce que je crois que c'est ce qu'il y a de plus important, trouver ce pourquoi on est fait et ce qu'on aime faire. Donc Ouais, aujourd'hui, je suis en Suisse, mais avec beaucoup d'activités en France, dans une société d'investissement qui s'appelle Quadia, et qui est une société d'investissement donc uniquement dédiée à l'impact investing, ce qui veut dire investir dans des entreprises dans lesquelles, avec leur activité, on peut démontrer qu'il y a un impact positif social et environnemental. Et je dirais, Quadia, on va un petit peu plus loin dans le sens où on investit dans des entreprises qui sont donc des petites entreprises en croissance, des entrepreneurs qui, selon nous, sont en train de révolutionner leur chaîne de valeur, apportent un produit ou un service qui sont vraiment des solutions à impact positif. Et nous, on veut aller un petit peu plus ouais. loin que l'impact investing en disant qu'on va les inscrire dans ce qu'on appelle, et on est de plus en plus nombreux à l'appeler comme ça, l'économie régénératrice. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment intéressant. Alors pendant tout le podcast, on va vraiment rentrer en détail là-dessus. Mais je voulais au tout départ qu'on revienne un petit peu sur ton parcours. Alors j'ai lu pas mal de choses sur ton blog et puis j'ai aussi regardé ta conférence TEDx. Donc toi à l'origine tu es banquier et en 2008 tu as vécu la chute de Lehman Brothers. Alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça, nous en dire plus là-dessus? Oui, bien sûr, parce que bon, banquier, ça regroupe beaucoup d'activités qui peuvent être diverses. Donc, plus précisément, je travaillais dans ce qu'on appelle la banque d'investissement. Après des études très classiques en France, universitaires, master,
en gestion, en finance, en économie, mais avec une orientation début des années 90 en salle de marché, donc sur ce qu'on appelle les marchés financiers, les marchés de capitaux, et puis toutes les nouvelles innovations qu'il y avait à l'époque, ce qu'on appelle l'ingénierie financière. Donc c'est un parcours très classique, euh, ce qui est dans l'imaginaire D'accord. collectif parfois appelé trader, mais ce n'est pas que ça dans une banque. Il y a toute une partie aussi qui est l'ingénierie, qui sont les personnes qui cherchent à trouver des solutions à des problèmes d'allocation d'actifs, d'investissement, selon que les clients sont des banques privées, des fonds de pension, des caisses de retraite, des assureurs. Il y a toute une activité, ce qu'on appelle D'accord. d'ingénierie financière. Et j'insiste un petit peu là-dessus parce que, comme tu me demandais quel était le parcours ou le lien par rapport à aujourd'hui, bah, c'est un petit peu toujours cet objectif, cette envie de trouver des solutions quand on voit qu'il y a un problème à résoudre. Et ça se fait dans de multiples domaines, aussi bien la banque que l'agriculture, qui a été qui est une autre de mes passions. Ah oui, donc à l'époque, tu fabriquais des produits financiers, Exactement, con concrètement? Un exactement. peu comme pourraient être des ETF ou des choses comme ça? C'est ce genre de choses? Assez proche, un peu plus complexe que les ETF, mais oui, c'est ça. Pouvoir réfléchir à quel type d'instruments financiers on mettait en place pour donner accès à des marchés ou à différents niveaux de risque et de rentabilité selon ce que faisaient les investisseurs. Donc beaucoup dans le domaine des actions cotées, donc des marchés financiers, et puis après beaucoup avec les hedge funds, qui sont eux aussi un monde assez divers. Et pardon, pour revenir à ta question que j'oubliais, oui, chez Lehman Brothers Ouais. à Londres en 2008, donc le lundi où la faillite a été annoncée, bah, j'étais dans la salle de marché de Lehman le vendredi. On est parti le vendredi soir en pensant qu'on allait être racheté. C'était un petit peu spécial comme ambiance. Pas du tout Ah, paniqué parce j'imagine. qu'on nous disait tout va bien, il y a trois banques qui sont en train de racheter Lehman Brothers. Et le lundi matin, bah, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On apprend c'est sur des BlackBerry à l'époque, on apprend le dimanche après-midi, fin d'après-midi, qui était le dimanche matin à New York, que Lehman Brothers avait donc rempli le fameux Chapter 11, c'est-à-dire qu'elle s'était mise sous Ouais. protection de la loi des faillites et que on était en faillite, donc on ne savait pas si on allait pouvoir retourner au bureau le lundi matin. On a pu retourner au bureau le lundi matin, mais avec interdiction d'allumer un ordinateur, passer un coup de téléphone, et on devait juste être présent dans la salle de marché. C'est un énorme plateau de D'accord. 800 personnes à attendre Purée, quelle allait être la prochaine étape, et puis sur les écrans, voir que tout dégringolait. purée. Voilà. Ah oui, effectivement, ouais. Tu étais vraiment dans l'œil du cyclone, quoi. Au Ouais, vraiment au cœur du truc, quoi. dans la salle de marché, alors pas celle de New York, mais la salle de marché de Londres, qui justement avait ouvert avant celle de New York, donc c'était encore plus je dirais, irréel de savoir que la banque elle-même n'avait pas ouvert à New York et que nous, on était déjà coincés à ne pouvoir Ah, rien faire j'imagine. et juste attendre. Et puis, être passif, c'est pas trop ma façon Ouais. d'être, donc c'était un peu compliqué. Et alors là, du coup, tu t'es retrouvé au chômage? Comment ça s'est passé? Ah non, non, parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, c'est que la faillite de Lehman a déclenché en effet un crash financier, mais pas du tout encore Ouais, la crise financière et économique dont on parlait. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que ça n'arrive qu'aux autres ou à côté. Donc tout le mois de septembre 2008 n'a été que ouais, un mois de baisse des marchés financiers. Peut-être ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, 12 ans plus tard, hein, mais pas du tout la ouais, crise financière qui est arrivée ensuite. Donc les gens restaient assez optimistes en se disant bon, bah, il y a une faillite, on va bien trouver une solution. Donc on n'a pas du tout été au chômage dans le sens où la banque Lehman Brothers avait une très bonne réputation. Donc très rapidement, il y ouais, a une multitude de ce qu'on appelle des chasseurs de tête qui nous appelaient parce que toutes les autres banques étaient intéressées de pouvoir embaucher les personnes qui étaient chez Lehman Brothers ou de pouvoir d'accord. connaître quelles étaient les activités ou les clients de la banque. Donc au contraire, pendant ce mois de septembre, il y a eu beaucoup d'entretiens passés individuellement ou en équipe chez ceux qui étaient hier nos concurrents. Et puis à la fin du mois de Ouais, septembre, en fait, très rapidement, si vous vous en souvenez, la banque Lehman Brothers, partie Asie, a été rachetée par Nomura, Amérique par Barclays d'ac et Europe un petit peu plus tard, et on a été racheté par la banque japonaise Nomura.
Donc pas du tout au chômage D'accord. et plutôt, très bien racheté avec des bonnes conditions, je dirais 4 ou 5 semaines après, le temps que les transactions se mettent en place. Et la vraie crise financière est Ah quand oui, même d'accord. plutôt arrivée sur le mois de novembre. Ouais, Donc peut-être qu'on est en train de vivre la même ouais. chose où, on a l'impression que tout va bien, qu'il n'y a que un mois ou 2 mois de confinement et que la deuxième vague, économique va nous arriver dessus plus tard. Bah, tu vois, c'est ce que j'allais te demander. Alors ma question venait un peu plus tard, mais comme ça vient sur le maintenant, on peut en parler. C'est quel regard tu portes sur la crise qu'on vit actuellement? Heu, alors je vais parler très ouvertement parce que je parle juste en mon nom et pas en nom de Quadia, là. Heu, Bien sûr. d'abord une certaine colère parce que, voilà, on est confiné chez soi. Le confinement est un peu moins strict en Suisse qu'en France, mais on reste à, Ouais, ne pas pouvoir, travailler comme on le souhaite. Pour nous, chez Quadia, travailler, c'est donc, regarder les entreprises dans lesquelles on peut investir, lesquelles on peut soutenir, lesquelles on peut, justement, apporter des synergies et améliorer avec des objectifs sociaux et environnementaux leur chaîne de valeur. Donc on est quand même plus ouais, limité avec le confinement et donc une certaine colère parce que j'ai quand même l'impression, peut-être que je suis naïf, mais j'ai quand même l'impression qu'avec un peu plus d'anticipation, des masques, du gel et des tests, comme c'est fait dans certains pays, on aurait pu avoir une solution de gestion de crise un peu moins stricte que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, ouais, un petit sentiment de colère sur la logistique qui est mise en ouais, place. Et sinon, plus globalement, voilà, on a une crise sanitaire qui a déjà été signalée. Je pense que vous tous, vous avez été mis au courant que c'est pas la première fois que ce risque de pandémie est mis bien en sûr. avant. On n'apporte pas les solutions, c'est dommage. Alors maintenant, peut-être que ta question était plus sur le monde d'après. Je ne crois pas que le monde d'après va être meilleur parce qu'il y a eu cette crise. Je crois que Ouais, cette crise va amener un certain nombre de personnes qui regardaient peut-être de loin ce qui étaient vraiment les changements environnementaux et sociaux ou les paradoxes du capitalisme, ou plutôt de l'ultralibéralisme. Je reste fervent défenseur du capitalisme sous forme d'entrepreneuriat, moins de l'ultralibéralisme. Peut-être que ouais, les 2%, 5% de personnes qui s'y intéressaient il y a 15 ans sont peut-être maintenant un bon gros 15-20% qui comprennent qu'il faut faire autrement. Si du fait de cette crise, on devient 30%, ça reste intéressant parce qu'il ne faut pas être 99% pour changer les choses, mais un nombre ouais. suffisant à vouloir travailler et agir ensemble. Donc voilà ce que j'attends de cette crise, qu'on soit un petit peu plus nombreux à considérer qu'il faut changer les choses et agir. Maintenant, croire que le confinement va montrer qu'on n'a plus besoin de prendre l'avion, on peut se concentrer sur l'essentiel et mettre ses envies de côté, je pense que non, une grande partie de la population reviendra comme avant, qu'un risque des gouvernements sera d'enclencher une reprise macroéconomique quantitative et donc fossile et pas du tout dans le sens d'une amélioration environnementale et sociale, même si c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui via des interviews télévisées Mmh. extrêmement bien préparées et sûrement avec des études et des sondages sur les mots qu'il faut employer. Mais voilà, moi je pense que crise ou pas crise, peut-être que ça accélérera un petit peu la volonté de changement de certains et qu'on sera plus nombreux sur ce chemin, Ouais, tant mieux. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est qu'on entend quand même que les pronostics, c'est que ça sera pire que la récession des années 30. Donc peut-être que une récession économique très forte est à venir. Et ce qui me fait le plus peur, c'est que, j'espère ne pas être trop long, mais je vais être rapide là-dessus, très souvent, non, non, mais les gouvernements ou les autorités réagissent en fonction de la crise d'avant. Donc tu parlais de 2008, ouais, la crise de 2008, c'est une crise financière, c'est une crise de liquidité. Donc qu'est-ce qui s'est passé ouais. avec la crise sanitaire? On fait tout pour qu'elle ne devienne pas une crise financière, donc pour qu'elle ne soit pas comme la crise d'avant. Donc tout de suite, les Donc on fait tourner gouvernements, la planche à les billets. banques centrales disent, rassurez-vous, on va mettre en place ces liquidités pour qu'il n'y ait pas une crise de crédit comme celle de 2008. Maintenant, Ouais, je vais prendre une image un peu choquante, mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu comme dans les attentats où on s'aperçoit qu'un attentat a eu lieu et on fait tout pour éviter que cet attentat puisse se reproduire. Quand quelqu'un essaie de faire sauter un avion avec des explosifs cachés dans ses chaussures, on vérifie les chaussures. Dans des liquides, on n'a plus le droit maintenant d'avoir des liquides.
Ouais. Autre événement tragique, le camion à Nice. On met des plots maintenant pour bloquer les entrées des grandes avenues. Donc on est toujours prêt à réagir finalement à l'attentat d'avant. Et si on n'a pas soigné les causes ou résolu les problèmes qui étaient à l'origine de cet attentat, malheureusement, il peut se reproduire. Et au niveau des crises Mmh. économiques, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil. Donc là, on va nous préserver d'une crise financière, mais la deuxième vague qui peut arriver, c'est que toutes ces entreprises à qui on donne des liquidités peuvent se retrouver avec une crise de solvabilité si le carnet de commandes s'arrête, Ouais. et donc une crise de fonds propres. Et une deuxième vague, pas les grandes entreprises qui seront écoutées par les gouvernements, pas les petites entreprises qui pourront, j'espère, être soutenues, mais ce qu'on appelle les fameuses entreprises moyennes qui font finalement un grand vivier d'emplois et de l'économie Ouais. qui pourront être laminées. Donc voilà ce qui me fait peur, que une deuxième vague, non pas sanitaire, elle est possible, mais une deuxième vague économique, octobre, novembre, décembre, soit catastrophique. Donc Ouais. comment faire pour l'éviter ou l'amoindrir? Bah, c'est la base aussi de l'économie régénératrice et de ce qui me motive aujourd'hui, de ce qu'on apprend également avec les écosystèmes et l'agriculture, c'est comment on crée un système plus résilient. C'est là où on voit que je me faisais la réflexion l'autre jour, qu'il y a quelque chose qui cloche un peu parce que, bon, en ce moment, on est confiné, on peut consommer que le strict nécessaire pour vivre, c'est-à-dire, bah, se nourrir et puis se loger et on voit que, ben, quand on consomme que ça, l'économie part complètement en vrille, quoi. Donc peut-être C'est un qu'on point très juste, consomme trop, c'est une très bonne remarque, oui. peut-être que, tu vois, le reste du temps, on consomme trop ou on consomme pas correctement. C'est c'est une réflexion que je me suis faite, tu vois? C'est impressionnant quand même. C'est très juste et je vais illustrer ton propos avec un exemple là de nouveau de 2008 si on veut faire le parallèle. En 2008, ce qui était important, heu, c'est pas que quelqu'un et avant 2008 ait les fonds propres et l'argent pour acheter un appartement ou même acheter un canapé. Ce qui était important dans le système de 2008, c'est que quelqu'un déclenche l'acte d'achat, d'où ces Ouais. brokers qui, sans aucune mise personnelle, acceptaient aux États-Unis les subprimes et qu'on on pouvait acheter sans mise initiale un appartement. Mais c'est comme acheter un canapé. Ce qui est Ouais. intéressant, c'est d'avoir l'ordre pour pouvoir faire marcher le crédit, qui est une création de monétaire. On fait marcher le crédit qui fait Mmh. marcher l'économie. Et on est donc dans un monde hyper endetté aujourd'hui. Et puis, il ne faut pas oublier que depuis la fin du système Bretton Woods, tous ceux après on court dans notre vie privée, mais également les gouvernements ou ce qui nous fait fonctionner, hein, le cœur et le fluide, le sang de l'économie libérale, c'est l'argent. Or, Ouais. encore un paradoxe, l'argent depuis la fin du système de Bretton Woods n'existe pas. Il n'est plus indexé à aucune valeur, il n'est plus indexé Oui. à l'or. Donc depuis 40 ans, et 40 ans, c'est rien à l'histoire d'un système économique et encore moins à l'histoire de l'humanité ou de la planète. Depuis 40 ans, Mmh. on est sur une courroie qui est totalement déconnectée de l'économie réelle, qui est une courroie monétaire, et on ne sait pas où elle nous amène, et un surendettement accéléré encore aujourd'hui par une crise sanitaire. Je ne sais pas où ça nous amène, j'en ai aucune idée. La seule chose que je sais, c'est que contrairement à certains de mes amis proches, je ne pense pas qu'on va aller à l'effondrement, à la collapsologie, heu, Ouais. hem, parce que je suis très positif de voir tous les jours, sur le terrain, des solutions, et donc j'invite à tout le monde à trouver les solutions qui résonnent au niveau de leur sensibilité, pour justement tout faire pour que ce collapse, cet effondrement n'arrive pas. Alors, bah, justement pour rebondir là-dessus, tu dis souvent que tu crois pas vraiment à la prise de conscience, mais Non. toi, en 2008, quand, il y a eu la chute de Lehman Brothers, que ça a été racheté, que tu as démarré ton nouveau travail, on dit toujours que la finance, elle est diabolisée, diabolisée, que c'est l'ennemi, tu vois? Même François Hollande, à l'époque, disait: «La finance est mon ennemi» Qui et ça? toi, tu as pensé que la f François Hollande avait dit ça? Pardon, je Tu t'en plaisante. souviens pas? Si, si, je plaisante justement, mais le pauvre François Hollande, oui, oui. Oui, il avait dit: «La finance est mon Non, non, ennemi» je sais bien, et je sais bien sûr. C'est petite plaisanterie que ouais. tu pourras couper ou pas, Et ou ou pas, ça sera plus naturel. Mais du coup, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que toi, justement, tu as pensé que la finance n'était pas le problème, mais pouvait être un outil du changement plutôt qu'uniquement, le problème. Alors, je le pense maintenant, après quelques années de réflexion, mais sur le coup, non. Ce que je te disais sur, D'accord. sur je ne crois pas au changement,
Hem, je vais pas dire que j'aime pas tellement, c'est pas ma façon, d'être. Quand quelqu'un tout d'un coup Ouais, fait un virage à 180°, je vais pas dire à 360 parce qu'on revient, au même point, mais disons un virage à hein, 180°, je ne crois pas tellement aux gens qui passent, de, tout blanc à, tout rouge, de façon rapide. Parce que finalement, mmh, ils peuvent, passer ensuite à, tout orange ou à tout noir, ouais, du même complètement. côté, hein. Quand on vous dit: «L'herbe n'est pas plus verte ailleurs», se dire, «Ah mon Dieu», bah, aujourd'hui: «Ah mon Dieu, je vivais, dans un appartement en ville, c'est terrible, j'en ai marre, je vais devenir, néoculteur et faire du maraîchage à la campagne». Si c'est un changement qui arrive un peu comme une crise ou comme un burn-out après 3 mois, bah, c'est un métier qui est extrêmement difficile, le maraîchage. Bah, si ouais Ouais, et je l'ai essayé justement, mais avec, d'autres objectifs dont je parlerai peut-être. Après on peut de nouveau changer, 6 mois après. Je vais refaire un autre parallèle, il y a rien de pire en religion, de quelqu'un qui va se convertir de façon très brutale à une religion qui n'est pas la sienne, qui n'est pas dans sa culture, parce qu'il va devenir parfois de plus en plus, j'ai pas dit extrémiste, j'ai dit extrême, hein, de plus en plus ouais, extrême dans cette religion et dogmatique. Moi, j'aime bien quand le changement est un peu un chemin de vie et mûrit, se construit, un peu comme la nature, plante ses racines comme un végétal ouais, et permet de mieux éclore. Je ne vais pas dire qu'il est plus sincère, mais c'est l'image des racines. Il me semble plus profond et plus stable. Donc moi, je pense que et ce que j'ai eu comme chance, c'est que de par mon éducation ou ma nature, bien sûr, pour tes auditeurs qui ont l'image des banquiers à Londres, les salles de marché, les voitures, les fêtes, alors sans être le loup de Wall Street, loin de là. Bien sûr, à ma mesure, à mon niveau, j'ai participé, hein, chez Lehman Brothers, j'avais ouais, ni un rôle de top dirigeant, mais ni un rôle mineur, donc j'avais une situation ouais, très confortable. J'y ai participé, mais je pense avec un peu de sens, un être au fond de moi, qui ne voulait pas tout le temps, céder à la facilité, où je savais qu'il y avait plus profond. Donc là où j'ai eu beaucoup de chance, ouais, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est plus la curiosité, la formation d'avoir travaillé sur des modèles pour trouver des solutions, qui m'ont amené à l'agriculture. Pourquoi? Parce que avant la crise de 2008, en 2007, il y a eu une crise agricole et mon équipe chez Lehman mmh, Brothers d'ingénierie financière a été interrogée par un certain nombre d'investisseurs en se disant: «Où est-ce qu'on investit? Parce qu'on voit qu'il y a une crise agricole, les prix de l'agriculture, montent. Comment on investit?» En allocation de ressources en quelque sorte. Et ce que je voyais ouais, comme solution, c'était des solutions quantitatives. C'était des fonds d'investissement ou des investisseurs qui allaient acheter des terres en Afrique, en Amérique du Sud, qui allaient les planter avec OGM ou pas. Je ne rentrerai pas dans ce débat, même si maintenant j'ai ma position sur les OGM. Et donc c'était une réponse quantitative. Et moi, je me suis plongé dans un milieu que je ne connaissais pas, qui était le milieu agricole, et je voyais en ouais, face de moi des investisseurs qui apportaient une solution à court terme, mais qui était irréaliste, parce que aller planter des milliers ou des millions d'hectares en monoculture en Afrique ou en Amérique du Sud, en soja, en détruisant la forêt amazonienne pour venir nourrir un bétail européen, c'est une solution à court terme, mais qui n'est pas tenable du fait de l'épuisement des ressources naturelles, du changement climatique. Donc en fait, c'était en voyant une solution court terme qui ne me plaisait pas, que j'ai commencé à travailler sur autre mmh, chose, qui est l'agroécologie, qui est la notion d'écosystème, qui est la notion de souveraineté alimentaire, qui donc, avant la crise de 2008, m'a amené en 2007 à aller chercher d'autres modèles, d'autres solutions. Donc la crise de 2008, j'ai continué à travailler dans la banque jusqu'en 2012, hein, je n'ai pas changé du jour au lendemain, mais ouais. avant la crise de 2008, j'ai cette chance, que j'espère beaucoup de vous peuvent avoir également. Il y avait déjà une petite racine, il y avait déjà quelque chose d'autre qui avait pris le relais, qui allait m'intéresser pour peut-être une deuxième vie ou un deuxième cycle. D'accord. Donc en Mais 2008, tu vois, c'est en 2008, j'ai pas mmh, quitté la salle de marché pour faire du maraîchage. J'allais faire du maraîchage un petit peu pendant les vacances, mais je revenais derrière mes écrans et ma salle de marché après 1 semaine ou 2 semaines en Normandie à faire du maraîchage. Quand c'est vrai que mes petits copains rentraient peut-être des Maldives, mais ça c'est un autre débat. mais tu vois, ce que j'entends dans ton discours, c'est vraiment toujours, toujours privilégier le long terme plutôt que le court terme et nous qui, tu vois,
j'ai beaucoup d'investisseurs immobiliers qui écoutent ce podcast, et c'est quelque chose qu'on prône tout le temps, penser long terme plutôt que court terme. Et on le voit pour tout. Et tu vois, pour un changement de vie, comme tu le dis, bah, quand il se fait dans le long terme, dans la durée, il est beaucoup plus durable que, comme tu dirais, se réveiller et puis juste en une nuit de sommeil, changer complètement, quoi. C'est tout à Et fait c'est dans ce que tu dis, je le souligne et je l'appuie, même si je fais pas du tout d'immobilier, mais c'est, tout à fait, la solu le l'état d'esprit dans lequel je suis. Puisque une des définitions de l'impact investing, on en parle beaucoup en ce moment justement, développement durable. J'aime pas le développement durable, enfin l'expression développement durable. Mais dans l'impact investing, pour moi, c'est justement aujourd'hui, la possibilité de réconcilier le court terme avec le long terme dans les investissements et dans les entreprises qui vont être capables de réconcilier le court terme et le long terme. Ce n'est pas une entreprise qui va s'inscrire contre le système qui existe actuellement, mais c'est une entreprise qui aujourd'hui apporte une solution complémentaire qui finalement va devenir de ouais, plus en plus appuyée, soutenue par les consommateurs. J'aime dire aussi par les consommateurs, parce que le meilleur, tu parles d'investissement, mais le meilleur investissement qu'on puisse faire pour changer son environnement ou le monde, c'est dans son action, dans le choix de ce qu'on consomme et de ce bien qu'on ne sûr. consomme pas. Et le premier investissement, c'est justement sa consommation. C'est cette possibilité de se dire qu'on construit aujourd'hui un système complémentaire en attendant que les paradoxes et les aberrations du précédent s'effondrent et qu'on fait naître un nouveau paradigme économique. C'est ma notion de l'investissement et c'est exactement ce que tu viens de dire. Il faut donc avoir une notion long terme et pas se dire, par exemple, on est investisseur dans le système des circuits courts, la ruche qui dit oui. C'est pas se dire la ruche qui dit oui, super, super, on met la ruche qui dit oui contre, par exemple, la grande distribution. Non, c'est Ouais, bien aujourd'hui un sûr. système complémentaire. Si un jour ils arrivent à travailler ensemble, peut-être pourquoi pas, tant mieux. Et sinon, bah, peut-être que l'un qui n'a pas su s'adapter et répondre aux besoins des consommateurs disparaît quand l'autre a inventé un nouveau modèle. Je termine sur un autre exemple que j'aime bien donner Ouais, si on parle des investisseurs ou du monde d'hier et du monde de demain qu'on construit aujourd'hui. C'est Kodak. Kodak a disparu du jour au lendemain parce qu'ils n'ont pas vu une disruption technologique qui est cet accès à la photo numérique pour tout le ouais, monde. Bah, moi, aujourd'hui, je crois sincèrement un très grand nombre d'entreprises ne sont pas en train de voir la disruption sociale, environnementale des consommateurs, d'entrepreneurs, et vont s'effondrer parce qu'ils ne voient pas que les priorités maintenant ne sont pas juste technologiques ou quantitatives, mais qualitatives sur un mode de vie, un mode de production, dans le respect. Un des buts de mon activité économique, des préservations des ressources naturelles. mais comme tu le dis, il y a vraiment une disruption qui se passe. Alors ça m'amène à penser 2 choses, tu vois? Quand tu disais qu'il faut être responsable, moi je dis souvent qu'on vote avec son caddie. Le vrai vote, il est avec son caddie. 100% d'accord. C'est voilà, ce que tu veux voir, dans ton quotidien, si tu veux voir plus de bio, alors achète que du bio. Et à ce moment-là, bah, tous les industriels qui font de la bouffe, dégueulasse, enfin, produite, qui a comment dire? Aucune valeur nutritive, rien du tout, bah, elle mourra d'elle-même si personne l'achète. Moi, je vois par exemple, ça fait des années que j'ai plus de télévision. Pour moi, enfin, tout puisqu'il y a plein de choses qui me choquent à la télévision, où tu vois, ces chaînes d'infos en continu qui aujourd'hui sèment la peur dans un moment où on est confiné, on aurait besoin de plus de sérénité. Bon, bah, si personne les regardait, elles mourraient d'elles-mêmes. Et Alors, donc ouais, dans- plus que jamais, on vote avec son caddie. mais dans ce que tu viens de dire, j'aimerais peut-être mettre un parallèle qui est en place, qui est lié avec ce que tu dis sur l'horizon et la vision court terme, long terme. Ce que tu dis sur le Mmh, bio était très vrai il y a 10 ans. Il y a 10 ans, quand on achetait un article bio, on savait qu'en gros, il était bon au goût, il était de bonne qualité ouais, nutritionnelle, il rémunérait son producteur correctement et en général, il venait de pas très loin. Il y a 10, 15 ans, c'était plutôt une grande partie du bio. Aujourd'hui, on peut se retrouver ouais, avec un bio qui a aucun goût, c'est sûr. qui a pas de qualité nutritionnelle, hein, des tomates, sous serre, en Espagne, Ouais, heu, produites dans des conditions environnementales absolument pas satisfaisantes, le transport et les serres, et avec des travailleurs qui sont, à la limite de l'esclavagisme dans des bidonvilles, dans le sud de l'Espagne. ouais, Donc
c'est là où il faut faire très attention à ce que, une forte demande de bio fait que, en fait, on sait juste aujourd'hui que cette tomate bio, il y a pas de pesticides. Mais donc si on n'est pas capable, si on change juste les choses à la marge pour faire moins mal, comme beaucoup aujourd'hui Ouais, dans le business vert, certains avec des bonnes intentions, mais il reste un producteur X, et ils vont juste mettre moins de plastique, mais leur chaîne de valeur n'a pas tellement changé. On se retrouve avec un produit qui fait «moins mal» entre guillemets, mais ouais, qui reste par sa chaîne de valeur, sa façon de produire d'être produite pardon, pas du tout positif. Alors que l'inverse, donc trouver la façon, la chaîne de valeur qui, non pas fait moins mal, mais qui dès le départ fait mieux, c'est ce qu'on va appeler avec l'économie régénératrice et c'est là où ouais, c'est très intéressant sur tout type de produits et de services. Parce que voilà, on a un exemple pur que le bio, il y a 10 ans, était gage de beaucoup de bonnes choses, alors qu'aujourd'hui, on peut avoir un produit bio qui est très mauvais. Donc c'est pour ça que c'est dans comment on agit tous les jours que j'ai envie de reprendre une citation de Saint-Exupéry qui disait justement que pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Et à partir de là, on ouais. est dans ce que tu disais, le consommateur avec son caddie, qu'acheter du bio sans trop regarder peut-être il y a 10 ans, mais aujourd'hui, il doit regarder quel type de bio Mmh, il mmh, mmh. achète, quel type de bien de consommation, quelle émission il écoute, quelle émission il n'écoute pas, est-ce qu'il commande sur Amazon ou non. Voilà. Mais je vous rassure quand même Ouais, tous, euh, on n'a pas besoin d'être parfait du jour au lendemain. Moi, j'ai des très fortes bien sûr. contradictions, je les assume, et on peut très bien quand même changer le monde ou y participer tout en ayant ces contradictions et sans en avoir honte. Si un, on peut les expliquer, et si deux, surtout, on les balaye pas de la main en disant ah ben non, l'avion il serait parti de toute façon avec moi ou pas dedans. Non, je sais que je prends un avion, il y a une certaine contradiction. Bah, peut-être que je vais pas changer du jour au lendemain, mais je me laisse le temps de trouver euh, quelque chose qui me permette d'éviter l'avion. Ouais, Et ça revient à ce que tu me demandais au début. Une autre perception que j'ai, c'est que pourquoi c'est l'entreprise ou l'entrepreneur avec le bien et le service de parce qu'on reste dans une société de consommation qui peut faire un meilleur changement que le politique, parce que quand même dans la grande majorité, les gens sont prêts à changer, mais si on ne shade pas trop leur zone de confort. Donc le meilleur changement, ouais, c'est quand on arrive quand même à laisser la personne dans ses habitudes, pas les modifier totalement, et faire en sorte qu'il peut y adhérer avec je vais pas dire la politique des petits pas, mais sans un changement drastique. ouais, peut-être élargir la zone de confort petit à petit plutôt qu'un truc trop violent, quoi. Oui, Comme on parlait tout à l'heure, encore plutôt le long terme que du court terme. c'est Et la deuxième chose, ouais, toujours cette même logique qui je pense, m'anime depuis un certain nombre d'années, oui. tu vois, la deuxième chose à laquelle j'avais envie de réagir tout à l'heure quand tu disais qu'il y a plein d'entreprises qui sont pas en train de voir le changement qui se trame, c'est que on commence à voir de plus en plus, moi je le sens, alors c'est peut-être possible parce que je baigne dans un milieu et je fréquente des gens qui pensent aussi pareil, mais qu'il y a une envie de revenir à des choses plus simples, et c'est très paradoxal parce que mon podcast, il traite beaucoup d'indépendance financière, et cette indépendance financière, moi je l'ai atteint par l'investissement dans l'immobilier, et aussi beaucoup de gens qui m'écoutent l'atteignent dans l'immobilier, et quand c'est perçu de l'extérieur, il y a plein de gens qui peuvent se dire: «Ah, regarde-moi ces gros comptes capitalistes qui achètent des immeubles ou qui font construire des maisons», et alors qu'en fait, la plupart de ces gens-là qui veulent atteindre l'indépendance financière, ils visent déjà juste dans un premier temps de remplacer leur salaire pour pouvoir quitter un travail qu'ils détestent et faire quelque chose qui a plus de sens, tu vois, dans leur vie. Et je sais qu'on en parlait tous les 2 un petit peu avant qu'on démarre le podcast, mais moi je sens quand même cette lame de fond de gens qui ont envie de quitter quelque chose, de redonner plus de sens dans leur vie, et ça va se ressentir aussi dans leur consommation et dans leurs investissements. Alors, j'ai envie de réagir sur le vif à ce que tu viens de dire, parce que bien sûr, je suis d'accord. Heu, 3 petites anecdotes que je partage, et j'espère que ça donnera envie à certains de lire le blog correspondant. Il y a Ouais, un des parce qu'on co enfin, quand j'ai été dans les milieux, enfin, je le suis toujours, hein, par exemple, je suis administrateur de Terre de Liens, qui est, une association et une foncière en France qui achète des terres agricoles grâce à l'épargne ouais, solidaire et l'épargne citoyenne pour sortir la terre de la spéculation foncière et la mettre à disposition, avec le bail rural, mais qui est
enfin, très bas par rapport au prix de la terre, à des agriculteurs en bio. Ouais. Quand je suis arrivé, quand Terre de Liens quand je me suis intéressé à Terre de Liens, on m'a un peu fermé la porte au nez au départ sur le terrain. Puis après d'autres personnes de Terre de Ouais. Liens écoutaient ce que je faisais, je les ai rencontrés à des conférences. Vous voyez qu'en fait, peut-être qu'on n'avait pas le même parcours, mais en tout cas, on avait les mêmes envies, la même direction, la même solution. Sortir la terre agricole, enfin, que la terre agricole soit achetée pour le prix agricole et pas pour un prix de construction immobilière. Et en fait, Ouais. donc plusieurs fois, ouais, il faut que les contradictions passent. Donc, quand tu me dis que certains auditeurs ou certaines personnes considèrent que ah, finalement, c'est acheter de l'immobilier pour avoir son indépendance financière, non, chacun dans sa zone de confort à nouveau. Si la direction et l'envie, la conviction est claire, chacun utilise justement sa force, son expertise, son réseau pour l'amener. Donc ça peut être à tous les niveaux une progression Ouais. qui est mise en avant. Et sur l'immeuble, parce qu'il y a toujours un petit peu du voyeurisme, toujours dans l'esprit humain, un des blogs que j'avais fait qui avait été le plus lu, c'est j'avais écrit comme titre: «J'ai hérité de 3 immeubles et vous, que faites-vous de votre Ouais, héritage?» j'ai lu ton article. Et en fait, donc il y a eu cette ambiguïté, tiens, et moi qui ai hérité de 3 immeubles, donc j'avais mes potes et cetera qui regardaient un petit peu ça. Non, le blog expliquait que dans sa vie, le tas de déchets domestiques, qu'on cumule, ça fait l'équivalent de 3 immeubles. Donc voilà, J'ai vu. le blog était juste pour changer son mode de consommation, pour pas laisser en héritage 3 immeubles, de déchets et d'ordures, à ses descendants. Mmh. Donc il y a toujours ce côté qui est, un peu de voyeurisme, ou qui dit: «Ah bah oui, lui, il peut parce qu'il a un patrimoine immobilier». Hem, Ouais. ensuite, je crois qu'à tous les niveaux, et c'est par exemple vraiment quand on arrive à cadrer sa vie, non pas sur ce qu'on nous apprend peut-être à l'école ou en tout cas dans les générations passées dont je fais partie maintenant, puisque j'ai terminé mes études à la fin des années 90, où on nous apprenait finalement à faire, il fallait travailler, il fallait avoir un diplôme, fallait avoir son premier boulot. Donc c'était faire Ouais. pour ensuite avoir, donc on devait acheter des biens, Mmh. accumuler, être heureux par sa consommation matérielle. Si on parle de la banque, bah, c'était le fameux Wall Street 1 de Oliver Stone avec Gordon Gekko, et il fallait s'acheter sa montre et puis après sa voiture, pour finalement après se dire: ah bah, une fois que j'ai ma voiture, une fois que j'ai ma montre, une fois que j'ai un certain statut matériel et social, je peux Ouais. enfin exister. Et je crois que beaucoup de personnes, passé un certain âge ou un certain chemin de vie, comprennent que non, le plus important, c'est de réussir à d'abord être, savoir pourquoi on est fait, ensuite faire sur ce chemin, aligné avec son être, et c'est ensuite qu'on va avoir. Et comme tu viens de le dire, ce Complètement. avoir n'est pas spécialement matériel, c'est un avoir à travers des rencontres, une expérience, un engagement, et si il peut y avoir en effet un certain détachement matériel, bah oui, c'est une ouverture d'esprit, de spiritualité. D'où quelque chose qui, quand j'étais banquier, on me disait il faut juste travailler pour pouvoir réussir. Ma première vision du revenu de base était donc forcément erronée, en disant mon Dieu, on va pas donner un revenu de base. Moi, je bosse 15 heures par jour, c'est pas pour que les autres puissent avoir un revenu de base sans rien faire. Et ça, c'est une Ouais. première réaction assez primaire. Mais quand ensuite on regarde toute la philosophie qu'il y a derrière, non, c'est essentiel de pouvoir donner à chacun à un moment donné un filet de sécurité pour qu'il puisse rencontrer cet être et après être, je vais oser dire le mot bien plus performant, mais j'aurais pu mettre performant comme bienveillant dans son parcours professionnel et social. Et moi, j'espère ne pas, Mmh. ce que je vais dire n'est pas honteux, mais j'ai eu cette chance, c'est que en effet, j'avais gagné correctement, j'avais certains revenus du fait de cette expérience bancaire qui m'a permis en 2012 là de vraiment couper le cordon, et entre Ouais. 2012 et 2016, ne plus du tout travailler pour être uniquement sur le terrain, à regarder des projets Bien agricoles, sûr. des projets de système local de nourriture et pas ce système mondialisé agroalimentaire que je voyais dans ma salle de marché en 2008, d'adhérer au mouvement Slow Food, d'adhérer au mouvement Slow Money, et pendant des années d'être sur le terrain à vraiment regarder quels étaient les besoins d'un territoire, quels étaient les besoins d'un système alimentaire. Mais, tu vois? Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a un moment peut-être, voilà, il faut
faut travailler et une fois qu'on a accumulé un certain montant ou en tout cas une certaine aisance, tu vois, voilà, comme tu dis, ça t'a permis de te consacrer à plein de projets qui étaient passionnants et c sur le et en tout cas à tout ce que tu fais aujourd'hui qui a beaucoup de sens et moi, c'est pareil que toi, la première fois où j'ai entendu ça, alors moi, j'avais entendu tu dis revenu de base, j'avais entendu revenu universel. Moi, j'étais scandalisé, quoi. Je Ouais. disais: «Mais on va pas payer les gens à rester à la maison, à rien foutre, c'est incroyable» et tu vois, aujourd'hui que mes investissements immobiliers me prennent peut-être une journée par semaine à gérer, que j'ai du temps, j'ai pu lancer ce podcast, par exemple et je me rends compte que j'ai réussi déjà à aider, enfin, à ma manière et enfin, comment dire? Modestement, mais quand même pas mal de personnes, que ce soit dans les investissements immobiliers, puisque j'ai fait du coaching, j'ai créé une formation en ligne et c'est toutes des choses que je risquais pas de faire dans ma vie d'avant, où je travaillais 70 heures par semaine, où j'étais tout le temps fatigué et là, d'avoir eu le temps de faire ça, ben, aujourd'hui, c'est rentable. Alors c'est pas mirobolant, mais c'est en tout cas, c'est déjà rentable et comme quoi quand on fait quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien, ben, ma foi, on est toujours rentable et en plus, on est heureux de faire ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de travailler, on se sent utile, on se sent aligné, on se sent à sa place et ça, peut-être que le revenu de base, enfin, de croire que les gens resteraient à la maison à rien foutre, c'est faux, en fait. Au contraire, ils se consacreraient peut-être à travailler dans quelque chose qui les passionne, à être utile et peut-être que la société, elle aurait plus de sens, quoi. Alors pas tous, faut pas être trop, Oui, pas enfin tous, voilà, ouais, pas trop pas utopiste je dirais, mais naïf pardon, voilà, il faut pas être trop naïf, pas tous, et il suffit que ce soit le cas, comme tu viens de le dire très justement, pour un certain nombre et la société en est, récompensée à des multiples, ouais, très élevés et moi j'appartiens à un certain cercle de réflexion là-dessus. Une piste très intéressante parce qu'en Suisse, il y a eu également cette campagne pour le revenu de base et la publicité, qui voulait, être contre le revenu de base, montrait en effet une image scandaleuse de, quelqu'un avec, en t-shirt, assis devant la télé avec une tache de pizza, sur son t-shirt et une pizza sur une table basse en train de regarder la télévision. Donc c'est lamentable comme désinformation et je crois sur ouais, ce sur quoi on travaille et je le partage avec vous et on est plusieurs à réfléchir à ça et je pense à quelqu'un comme Didier Livio que peut-être tu pourras, interroger si tu ne le connais pas encore, qui est vraiment un des pionniers de tout ce qui est durabilité, au sein des entreprises, ouais, avec sa société, puis après avec un grand cabinet qui est Deloitte et maintenant au service d'une société qui s'appelle l'Atelier Consommateurs et Citoyens, qui a fait une chaîne qui s'appelle, Consommateurs et Citoyens et qui est le relais en fait, médiatique et d'action sur le terrain, en collaboration avec, Nicolas Chaban et C'est qui le patron? Donc Didier Livio d'accord, s'est intéressé depuis longtemps au revenu de base aussi et selon moi, le revenu de base, bien sûr, il faut le donner à tout le monde, mais il faut donc universel, mais il faut le donner en monnaie ou en grande partie en monnaie locale. Parce que comme ça, on le donne à tout le monde, ouais, mais on peut tracer la façon dont il est dépensé. On évite qu'il soit ouais, dépensé avec, l'achat d'une télévision ou d'un téléphone portable et il est vraiment dépensé par ceux qui en ont besoin, parce qu'ils n'ont pas d'autres revenus à côté et c'est ce qu'ils peuvent dépenser dans, la nourriture locale, un loyer pour justement avoir, répondre à ses besoins de base et ce même s'il est donné en monnaie locale fondante, il disparaît au bout d'un mois ou au bout de 2 mois, donc il est forcément dépensé, donc il ne peut pas être thésaurisé. Il ne devient pas ouais, finalement de l'argent qui est, accumulé par des personnes qui n'en auraient pas besoin. S'il disparaît de lui-même, quelqu'un qui finalement a un salaire très confortable, a une vie à 100 à l'heure, il le reçoit, mais si ce revenu de base est contraignant à être dépensé, il va pas le dépenser et il disparaît parce que lui n'en a pas ouais, besoin bien sûr, et une autre personne en aura besoin. Donc pareil dans le raisonnement que tu as, heu, aujourd'hui, alors je ne l'ai pas encore en tête, j'ai pas travaillé, mais avoir des personnes qui peuvent investir en euros, qui permettraient de déclencher, un revenu de base, ils en bénéficient les investisseurs en euros en bénéficient après selon le succès des personnes qui ont pu, grâce au revenu de base, accomplir un certain nombre de choses. Voilà, les courroies de transmission entre ouais, l'euro, le complètement. revenu de base, une dynamique sociale d'un monde meilleur qu'on peut construire et donc que l'investisseur soit récompensé pour le risque qu'il prend et la cause qu'il soutient, est tout à fait louable, hein, moi Mmh, dans certains milieux alternatifs avec lesquels je travaille pas mal, si je parle profit, ça scandalisait certaines personnes. Mais ce qui est scandaleux
c'est pas le profit en lui-même, c'est la base du capitalisme qui peut être vertueux. Et je fais la différence entre capitalisme, entrepreneuriat et néolibéralisme. Mais si le profit est fait avec des conditions de travail environnementales et sociales correctes, et que ce même profit n'est pas ensuite dépensé ou gaspillé de façon ridicule, il n'y a aucune honte à ce qu'une entreprise qui a une activité économique avec un impact positif ne fasse pas de profit. Et il n'y a aucune honte à ce que Bien sûr. l'investisseur qui a permis à cette entreprise de se développer et à apporter un produit ou un service qui vient remplacer quelque chose de négatif en positif, qu'il n'en bénéficie pas lui-même au niveau de la prise de risque. Alors après, on peut encadrer. Est-ce que c'est raisonnable de investir 1 et de recevoir 200 ou 300? Peut-être pas. Est-ce que Ouais, c'est raisonnable dans une entreprise qui a la moyenne des salaires est 1 et puis quelqu'un reçoit 80? Peut-être pas. En Suisse, il y a eu ouais, une initiative pour que ce soit un multiple de 1 à 12, par exemple. Mais voilà, ouais. on peut encadrer certaines dérives, mais il ne faut pas croire que l'investissement, le capitalisme, l'entreprise ne peuvent pas nous aider à aller vers, je dirais même pas une transition, mais une transformation écologique et sociale de notre système économique qui aujourd'hui est en train de s'essouffler et de montrer ses contradictions. Ouais. Donc il y a tout un Et ensemble surtout que je crois que c'était quelque chose dont tu voulais parler aussi. Il y a tout un ensemble ouais. d'investissements qui peuvent commencer à 1 euro, mais comme à des dizaines de millions d'euros qui vont dans ce sens. Et justement, alors, bah, tu vois, c'est de ça que je voulais parler, puisque j'ai vu ce que au détour d'une de tes interviews, tu avais marqué comme phrase: «Ne demandez pas à votre investissement ce qu'il peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire avec votre investissement». Ça, je trouve ça super et à l'heure où aujourd'hui le livret A doit rapporter, 0,75 ou 0,70, je sais plus, où les fonds en euros, des assurances vie rapportent, 1,5. On on peut faire, peut-être aussi bien en investissant de façon responsable, en faisant quelque chose de bien avec son investissement et justement, je voulais te demander donc, pour les gens qui nous écoutent, qui seraient séduits par tout ça, comment est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui si on a envie d'investir de façon responsable? Alors il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. La première, merci d'avoir repris, cette citation qui est une citation déformée, hein. C'est bien sûr pour ceux qui l'ont reconnue, le une cit un extrait du discours d'investiture du président, John Fitzgerald Kennedy, où il disait, Oui, «Ne demandez pas j'avais à lu. votre pays, ce qu'il peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays». Heu Ouais, et les frères Kennedy et Robert Kennedy encore plus que JFK, ils avaient bien sûr leurs contradictions, mais je crois que c'était des hommes qui avaient des convictions très fortes et quand on reprend un peu leur discours ou leurs quelques citations, ils sont d'une actualité ouais, criante. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr, Bob Kennedy qui déjà en 68 disait que le produit national brut mesurait tout sauf ce qui faisait que la vie valait la peine d'être vécue. tellement. C'est criant d'activité, c'était il y a 2 ans, l'anniversaire enfin en 2018, 68-2018, donc les 50 ans de l'anniversaire enfin 50 ans de sa mort, c'est criant d'actualité. Heu, Bah, c'est sûr quand tu vois enfin aujourd'hui, les dernières crises de gilets jaunes qu'on a vécues où les gens confondent bonheur et pouvoir d'achat, quoi. oui, Comme si bien sûr. c'était relié. Et pour encore reciter les Kennedy, une que j'aime beaucoup qui est: «Ceux qui rendent les révolutions pacifiques impossibles, rendent les révolutions violentes inévitables». Aujourd'hui, Mmh, tu parlais des gilets jaunes, il ne faut pas l'oublier. Donc comment on fait pour que cette révolution ouais. qu'on souhaite, se fasse de façon pacifique? Bah, tu l'as très bien dit, moi le premier conseil que je donne, c'est, puisqu'on parle d'argent, ça va être, ben, la consommation. C'est que avant le meilleur Mmh, investissement que vous pouvez faire, si vous avez, 100 et que vous vous dites, bah tiens, je vais dépenser 80 et je vais mettre 20 dans tel produit d'épargne. La meilleure chose que vous pouvez faire pour être aligné avec votre être et faire avancer l'économie comme vous le souhaitez, c'est non, non, au contraire de dépenser 100, mais d'être certain que ces 100 sont dépensés à bon escient, avec vos valeurs, vont ouais, dans les entreprises que vous souhaitez soutenir et dans le système qui vous plaît. Donc notre système fait que le premier investissement, c'est finalement la dépense. Après, pareil, si on reste dans cette même logique d'investissement qui est plus un soutien et pas l'accumulation d'un patrimoine pour s'assurer des revenus, le deuxième type d'investissement qui est dans ce cadre de soutien, qui est très intéressant, je le ouais, disais, c'est l'économie sociale et solidaire.
ces différentes plateformes qui existent, qui vous permettent d'investir, d'avoir une réduction fiscale qui est, je crois, en France de Ouais, 18% pendant 7 ans. Quand vous investissez dans des entreprises sociales, vous avez une réduction fiscale qui fait que même si cette entreprise sociale en part de coopérative, par exemple, ne fait que vous rendre votre capital après ou avec une petite performance, vous avez eu quand même, bien sûr. je pense à Terre de Liens, la valeur de Terre de Liens est aujourd'hui autour de 103, 104. Les personnes qui ont investi, ça leur coûtait peut-être 82. 7 ans après, c'est 102, 103, 104. Il y a une plus-value qui n'est pas négligeable et ça a permis d'acheter des terres et de les sortir de la spéculation foncière. Voilà, ces Ouais, entreprises sociales et solidaires apportent des moyens d'investir dans un capital qui est en général plus ou moins préservé et en bénéficiant cette fois, l'État fait bien les choses, de déduction fiscale. Après, euh, ouais, c'est il y a bien sûr le système bancaire, alors auquel je n'appartiens pas. Moi, j'ai une société d'investissement, mais c'est un petit peu différent, j'en parlerai après. Le système bancaire qui ouais, propose différentes choses. Alors, attention de ne pas aller sur le nouveau fonds d'investissement de la banque XYZ qui va vous dire que c'est fantastique, qu'ils sont dans l'investissement éthique, l'investissement responsable, et puis on retrouve toutes les plus grandes entreprises dedans. mmh, Certaines font peut-être des choses bien, mais de toute façon, avec votre investissement éthique ou non, sous réserve que la banque fait vraiment de l'investissement éthique, je ne vais pas apporter de valeur là-dessus. Chacun ouais, agit à son niveau. Hein. Quelqu'un qui n'est son domaine, c'est les marchés financiers et les grandes capitalisations. Peut-être qu'il ne va pas aller voir les systèmes alternatifs. Peut-être qu'il croit qu'il fait bien les choses. C'est un premier pas. Et puis on passe à autre chose ensuite. Ça, c'est ce chemin. Je préfère quelqu'un qui va d'abord investir dans ce qu'on appelle un fonds ISR, hein, investissement social et responsable. Ça sert à ouais, rien de passer de tout investi dans des ETF CAC 40, par exemple, puisque tu le disais tout à l'heure, à mmh, après 100% dans Terre de Liens. Ça n'aurait aucun sens. Il faut réussir bien sûr. à procéder par étapes. Mais donc, plus que ces banques qui restent très proches de l'investissement classique, il y a tout un réseau bancaire européen qui s'appelle les banques alternatives, les banques éthiques. Ouais, C'est la Nef en France. C'est un peu le crédit coopératif, mais plus la Nef. C'est la banque Triodos aux Pays-Bas et en Belgique. C'est la banque alternative suisse en Suisse. C'est Credal, par exemple, en Belgique. Il y a cette ouais, fédération européenne des banques éthiques et européennes. Vous pouvez acheter des titres de ces banques. Ils proposent différents produits d'épargne. Donc voilà, on est quand même un petit peu plus au cœur de la transition. 100% de ce qui est d'accord. mis auprès de ces banques va vraiment dans des projets de PME, d'infrastructures qui sont totalement dans cette logique de transition environnementale et sociale. Après, depuis, c'est Arnaud Montebourg, dont on parle beaucoup en ce moment, qui a justement mis en place ces lois qui ont permis au crowdfunding d'émerger, parce que la France est un des rares pays où il y a le monopole bancaire. Donc en général, vous n'avez pas le droit Ouais, de faire des prêts si vous n'êtes pas banque. C'est le seul pays en Europe, et je crois un des seuls pays au monde où c'est comme ça. La loi de 2017, je crois, non, pardon, 2014 a cassé ça pour permettre ouais, des plateformes de crowdfunding. Et je penserai à des plateformes dont je suis partenaire et soutien avec Quadia, qui est Mimosa, par exemple, qui est une plateforme qui vous permet de prêter avec des rémunérations entre 2, 4, 5% à des projets pour la transition agricole. Donc il y a des plateformes d'impact investing, des plateformes d'épargne solidaire, Mimosa, Boobies, Lita, qui mettent en avant des projets qui rémunèrent mmh, en capital ou en dette avec des obligations et des taux d'intérêt réguliers qui vous permettent d'aligner vos investissements dans cette logique. Et puis après, il y a des sociétés d'impact investing comme Quadia, où nous, régulièrement, on a des programmes d'investissement et un fonds de private equity où on a nos investisseurs, mais c'est ce qu'on appelle des investisseurs qualifiés, c'est-à-dire que vous devez répondre à un certain nombre de critères parce que le législateur veut vous protéger comme nous ne sommes pas une société régulée en France d'accord. ou une banque. Il y a un certain nombre de fonds qui existent et qui vous permettent d'investir dans
tout ce qui est par exemple agtech et foodtech. Donc on peut allier technologie, on peut allier start-up ou société un petit peu plus mature qui construit ce système de demain. Ce sont des fonds de private equity ouverts à des investisseurs privés, à des family office, à des institutionnels. C'est parfois des investissements un peu plus importants. C'est en général, oui, Terre de Liens, ça commence avec 103 euros, jusqu'à des fonds de Ouais. private equity où c'est plutôt des investissements de l'ordre de 200 000, 300 000 euros, mais avec des horizons à 7, 8, 9 ans. Ça, c'est Ouais. l'activité dans laquelle je suis aujourd'hui, où c'est vrai qu'en quittant la banque, je me suis beaucoup intéressé au vivant et à l'agriculture. J'ai hésité en effet à être 100% dans des projets d'agriculture, de restauration et de circuits courts. Et puis à un moment donné, j'ai rencontré les gens chez Quadia, qui la société existait avant, mais beaucoup sur l'énergie. Et moi, j'ai voulu amener la société vers la nourriture et l'agroécologie et l'alimentation durable. Et c'est vrai que je me suis dit que finalement, peut-être que j'étais un peu plus fait pour l'investissement que pour le maraîchage. Donc, c'est ce qui me permet c'est ce qui me permet de dire aujourd'hui que quand vous avez des convictions, des passions et envie de changer les choses, n'oubliez pas votre expertise passée et ce que vous saviez faire auparavant. Je pense que Mmh. j'aurais été un mauvais maraîcher et je pense que je suis plus utile dans ce que je fais aujourd'hui que dans le maraîchage. Mais ça, c'est Ouais. purement Comme, une opinion purement personnelle sur comme, mes capacités, mes incapacités. comme disait Steve Jobs, au discours de Stanford: «Connecting the dots», relier les points, tu vois? Et voir que sur son parcours, au final, tout notre bagage nous sert, même quand qu'on prend un chemin de vie un petit peu différent, qu'on pivote, comme on dit dans les startups. Voilà, tout nous sert et on peut mettre toute son expertise à profit d'un projet. Exactement. Et quand je pense qu'on est aligné, et donc ce que j'aime bien répéter, c'est que le hasard des rencontres n'existe pas pour ceux qui marchent sur le même chemin. Si vous êtes aligné, si vous êtes dans vos convictions, le hasard n'existe pas parce que les choses s'alignent, se mettent ensemble. Et l'exemple de Steve Jobs, je crois qu'il disait il se demandait à un moment donné pourquoi il avait pris des cours de calligraphie, je crois, à l'université. Et en fait, C'est ça. ensuite, il explique que finalement, c'est peut-être grâce à ses cours de calligraphie qu'il a inventé toutes ces polices, qu'il a eu le design et Ouais. que le succès d'Apple a été apporté. Je vais apporter une autre illustration, justement purement économique, par rapport à ce qui me passionne aujourd'hui, qui est la bioéconomie, qui est comment nos systèmes économiques, avec la holacratie aussi, et les entreprises libérées, comment il ne faut pas juste préserver les ressources naturelles ou penser au changement climatique, mais comment on peut s'inspirer de tout le vivant et du fonctionnement en écosystème, hein, parce que l'économie régénératrice, c'est se dire comment on régénère un écosystème, et c'est en amenant du local, du collaboratif, du circulaire, du fonctionnel, donc le service à la place du produit, et le Ouais. biomimétisme, qu'on crée cette économie. C'est-à-dire qu'on regarde comment, dans une chaîne de valeur, on peut investir dans une entreprise et l'amener, quand c'est possible, vers plus de local, plus de collaboratif, donc les 5 éléments que je viens de décrire, parce qu'on s'inspire d'un écosystème. Parce qu'un écosystème, par définition, est durable. Et l'exemple que je voulais donner, puisque tu parles d'Apple, c'est un parallèle qui est souvent fait, qui est aujourd'hui, on estime, alors peut-être que c'est disgracieux de mettre un chiffre économique derrière, mais c'est un exemple quand même qui est important. On estime que chaque année, la pollinisation par les abeilles et les insectes pollinisateurs, il n'y a pas que les abeilles, c'est à peu près en service économique l'équivalent de 200 milliards. Ouais. Ensuite, si on veut ramener à une échelle économique ce qui est 200 milliards, 200 milliards, c'est à peu près, ça a changé, il a encore augmenté, mais quand j'avais lu cet exemple il y a 4-5 ans, 200 milliards, c'est justement à peu près le chiffre d'affaires de Apple. Je crois qu'il doit faire 230 ou 240 milliards aujourd'hui. Ouais. Et un géant de l'alimentation, puisqu'on en parlait, comme Nestlé, lui fait 80 milliards, par exemple. Et à côté de ça, pareil, pour mettre tout en perspective, la capitalisation boursière, donc la valeur de la société Apple en bourse, c'est autour, alors Ouais. ça fluctue bien sûr aujourd'hui violemment, mais ça a dépassé 1000 milliards, donc ça a dépassé 1 trillion. Donc en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que le travail des abeilles, finalement, en valeur économique, est à peu près l'équivalent de ce qui est le plus grand succès économique, entrepreneurial, d'appareils que quasiment tout le Mmh. monde a dans le monde entier, qui est le succès de cette société Apple.
Bah, je trouve que ça met vraiment en perspective, heu, Complètement. un certain nombre de facteurs qui est de se dire: «Mais finalement, on a tout déjà autour de nous. Donc super, on a Apple qui existe et on cote Apple, 1 000 000 000 et elle fait 200 milliards de chiffre d'affaires». Mais le succès, on l'a tous les jours, autour de nous. Une forêt par définition, depuis, des milliers, des millions d'années, une forêt sait produire, Mmh, consommer et se régénérer. Il n'y a pas de gaspillage au sein d'une forêt et les arbres ne montent pas au ciel. ouais, Donc c'est un petit peu tout ça qu'on a perdu. Et quand chez Quadia on parle économie régénératrice, quand on parle bioéconomie, c'est pas de se dire qu'on invente un nouveau paradigme ou on fait du développement durable. C'est juste se dire que l'économie, elle nous sert et pas l'inverse. Il faut arrêter de croire que c'est la finance qui dirige l'économie et l'économie qui dirige les hommes. Il faut surtout sortir de cette ouais, réalité actuelle. Mais que voilà, cette puissance économique qu'on admire, finalement, elle est assez fragile par rapport à ce qu'est la logique et la solidité d'un écosystème. Et actuellement, on parle beaucoup de résilience qu'on a perdue, mais pareil, un écosystème, par définition, il est résilient. Et c'est là où s'inspirer de la nature nous permet de construire une économie qui bien sera sûr. bien plus vertueuse, bien plus juste dans sa répartition. Et comme j'aime bien les petites phrases, j'aimerais si on arrive au temps de la conclusion, dire que oui, après cette crise et après le confinement, bien sûr, il va falloir repartir, mais aussi apprendre à répartir. Mmh. Écoute, c'est passionnant, vraiment très intéressant. Alors, bah, c'est sûr qu'on approche de la conclusion, tu vois? Alors, je voulais juste rebondir sur la phrase que tu as dit: «Le hasard des rencontres n'existe pas pour ceux qui marchent sur le même chemin». Celle-là, elle est de, J'insiste un peu là-dessus, mais celle-là, elle est de moi. Ça, c'est ma propre citation. C'est pas et un président qui l'a écrite. et tu vois? Et c'est marrant parce qu'elle caractérise exactement la naissance de ce petit podcast qu'on enregistre tous les 2, puisque c'est le pur fruit du hasard et peut-être sûrement pas du tout du hasard puisque je montais en trajet à Paris, j'ai fait un Blablacar, c'est Anselme qui a réservé, on a fait 3 heures de trajet ensemble, on a discuté tout le long, il m'a présenté sa conférence TEDx et il m'a parlé de toi et de ta conférence, j'ai regardé ta conférence, j'ai demandé à Anselme de nous mettre en contact, donc est-ce que c'est du hasard ou est-ce qu'on marche sur le même chemin? Savoir. Pour moi, la réponse Donc est évidente et on verra quelle sera la on suite est et les autres. Ouais, pour revenir aux gilets jaunes, s'il n'y a pas trop de ronds-points sur ce chemin, on est dans la bonne direction. c'est ça. Alors écoute, juste pour conclure sur tout ça, enfin, tu le sais peut-être pas, mais j'adore les bouquins et je conseille souvent des livres dans mon podcast. Et voilà, et je voulais savoir si tu avais un livre peut-être à conseiller à nos auditeurs. Très simple, un livre qui est fantastique et j'ai oublié de le citer alors que euh, pour Quadia, tout le concept de l'économie régénératrice et le travail qu'on fait sur le terrain avec les entreprises pour les amener avec l'économie régénératrice, s'est inspiré d'une personne avec qui je travaille beaucoup. Et regardez ses TEDx, regardez ses podcasts et ses interviews aussi, c'est Guibert Delmarmol. Et le Ouais, livre s'appelle Sans plus attendre. Et il nous montre justement, il l'a écrit, je crois, il y a déjà 4-5 ans. Lui-même, son parcours est incroyable en tant que chef d'entreprise qui s'est remis en question. Donc, Sans plus attendre, de Guibert Delmarmol. Tout est écrit dedans, dans ce qu'il faut faire et comment le faire. bon ben super. Bah écoute, je vais aller regarder ça moi aussi alors. Quel est le livre que tu Bon recommandes, ben quel est le livre que tu recommandes, toi, alors? moi le livre que je recommande, ah, il y en a beaucoup qui le savent. Un de mes livres préférés, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Alors là, on est plus dans le conte initiatique un petit peu, mais pour moi, c'est un livre où il y a tout dedans. Puis la plus grande leçon, c'est qu'on va chercher à l'extérieur plein de choses où on croit que ça nous rendra heureux et au fond, ben, toutes les réponses sont à l'intérieur et la vérité, la beauté, tout est là. Parfait. Bah, Voilà. je ne l'ai pas lu. Je Ah! connais l'histoire de ce livre, mais je ne l'ai pas lu. Donc, à suivre alors. Bon, ben, on se tiendra au courant des lectures mutuelles alors.
Avec grand plaisir et pour une rencontre, physique lorsque le confinement, aura lorsqu'on cessé. on nous le permettra. Parfait. Mais écoute, Aymeric, en tout cas, je te remercie énormément pour cette interview, pour cet entretien plutôt. J'ai eu beaucoup de plaisir à t'écouter et je pense qu'il en sera pareil pour nos auditeurs. Merci Anthony. Et ça y est, de retour avec moi au studio. J'espère que ce podcast vous a plu, j'espère que ça vous a donné des nouvelles peut-être pistes de réflexion, parce que c'était vraiment le but. Si en tout cas c'est quelque chose qui vous a plu, qui vous a donné envie peut-être d'aller plus loin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM, je pourrais soit vous mettre en contact avec Aymeric, soit vous envoyer des liens pour investir dans ce genre de projet. Moi en tout cas c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé et qui m'a beaucoup plu. Écoutez, je crois qu'on est au bout de ce podcast qui est vraiment suffisamment long, celui d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous souhaite de mettre à profit ce confinement pour bosser sur des trucs que vous n'avez pas le temps de faire en temps normal. Vraiment, voilà, sortir du confinement avec des bons projets. Je vous souhaite de rester en bonne santé, ça c'est vraiment le plus important. Je vous souhaite le meilleur et vous le savez, par-dessus tout, je vous souhaite de vivre libre.